3737 qui vous offre un environnement professionnel et met à votre disposition une réceptionniste, l'accès à un centre d'appel, une salle de conférence et plusieurs commodités. Le Centre d'affaires 3737, le partenaire de votre croissance. De retour sur les ondes de Montréal Pluriel, votre émission du matin. Alors, chose promise, chose due, je vous avais promis une entrevue avec un bâtisseur, non pas d'entreprise, mais un bâtisseur d'individus. Et c'est quoi le lien qu'on fait entre les deux? Pour qu'il y ait un individu ou des individus qui se lancent en affaires, il faut que ces gens-là soient outillés, encadrés et formés en tant qu'individus. Et cette responsabilité incombe à un système d'éducation qui, je vous dirais, a de nombreux défis. Une des personnes qui a fait partie de ce système d'éducation-là et qui est sortie du système, en anglais, on dit « with flying colors », en voulant dire avec succès partout où il a été. Okay? J'ai nommé M. Gérard Jeune. Comment vous allez, M. Jeune? Très bien, Greg, mais merci pour l'invitation. Il n'y a pas de problème. Écoutez, on commence l'entrevue avec la question qui est toujours posée, OK? Et c'est relativement difficile pour certains parce qu'on n'aime pas parler de soi, faire de l'autopromotion, ce genre de choses-là. Mais à Montréal Pluriel, on est obligé. Passage obligé. Donc, qui est Gérard Jeune? Greg, tu l'as bien dit, je déteste parler de moi. J'ai rien à dire, je laisse les autres en parler. Oui. Mais Gérard Jeune, c'est un Haïtien, quelqu'un qui est né en Haïti, oui. D'une famille pauvre, okay. Qui a fait ses études dans les lycées à Port-au-Prince. Donc, on disait souvent de nous qu'on n'avait aucun avenir parce que nous étions au lycée, parce que nos parents n'avaient pas les moyens de nous envoyer à l'école privée. Donc, si, selon les gens, j'étais pas censé réussir ma vie, comme les autres, mais écoutez, il y en a plein qui étaient au lycée, qui ont vraiment réussi leur vie. Alors, je suis parti d'Haïti, oui. Je suis arrivé aux États-Unis, après je suis venu au Canada, au Québec surtout, et puis j'ai étudié au Québec. Mm-hmm. Mais Gérard Jeune, surtout, je peux dire que ça va te faire rire, mais c'est quelqu'un qui n'a pas réalisé son rêve de jeunesse. Au fond, ce que je voulais faire dans la vie, je ne l'ai pas fait. Oui. Et comme le dit si bien le Dalai Lama, c'est parfois un coup de chance dans la vie que de ne pas obtenir ce qu'on voulait. Oui. Et réussir pareil. Moi, ce que je voulais, c'était travailler comme traducteur. Okay. J'ai étudié une maîtrise en traduction. Je me voyais traducteur à l'ONU. C'était mon rêve. Wow. Et après l'obtention de ma maîtrise, le fédéral qui engageait les traducteurs a décidé de ne plus engager de traducteurs et donner les traductions aux pigistes. Okay. Et là, j'étais pris parce que mon rêve, il était sur le point de s'effondrer. Mais j'ai parlé à un orientateur qui m'a dit, écoutez, avec tous les crédits que vous avez en français, parce que je suis traducteur surtout de l'anglais au français, qui est la langue d'arrivée. Donc, avec tous ces crédits-là, vous pouvez très bien enseigner le français. Et je suis allé faire un certificat en enseignement. J'ai obtenu mon permis d'enseigner, mon permis d'enseigner. C'était à l'époque, c'était pour 5 ans, et après 5 ans, ça devenait un brevet si tu passais, tu étais en probation. Oui. Et c'est comme ça que j'ai découvert que je suis tombé en amour avec l'enseignement, avec les jeunes, voir ces jeunes-là qui m'écoutaient, c'était merveilleux. Et puis c'est comme ça que je suis tombé en éducation. Et puis voilà, j'ai fait une carrière vraiment merveilleuse dans un domaine auquel je n'ai jamais pensé dans ma vie. Donc, on ne sait jamais où est-ce que le bonheur nous attend. Parce que si j'avais obtenu mon poste, eh bien, j'aurais traduit beaucoup de textes dans l'intimité de mon bureau, je suis convaincu. Mm-hmm. Mais le côté humain ça je l'ai découvert plus tard, est mon point fort, je ne l'aurais pas exploité. Oui, vous n'auriez pas touché autant de vie. Non. Votre carrière a débuté en 1982 à la base militaire de Saint-Jean. Vous avez ensuite gravi les échelons et êtes devenu directeur dans certaines écoles des plus difficiles des commissions scolaires de Montréal, donc de la CEM. Parlez-nous-en. Et est-ce que le fait que vous avez travaillé avec des militaires au départ vous a outillé pour les jeunes que vous avez côtoyés après? Non, en fait, ça, je l'ai dans le sang. Je crois que sans discipline, on ne peut pas réussir dans la vie. C'est grâce à la discipline que j'ai réussi à m'en sortir. Sinon, je serais resté, je n'aurais rien fait de ma vie. Donc, j'y crois. Mais une discipline,
humaine, pas celle que j'ai connue là-bas. Oui, oui, Hein. la rigueur. Non. Alors, c'est ça, je suis allé enseigner le français à la base militaire de Saint-Jean-d'Iberville, parce qu'en tout temps, je fais du travail. Je suis allé là-bas en attendant de trouver autre chose. Mhm. Et puis, après, je suis entré à la CEPGM, OK. ancienne PSBGM, Commission des écoles protestantes de Montréal. OK. Et Oui, j'ai oui. fait une carrière. Tu as dit que j'ai été nommé directeur dans plusieurs écoles difficiles. Oui. J'arrête tout de suite pour dire que ça, je trouve ça... Je ne suis pas d'accord avec ça parce que le plus souvent, quand on dit les écoles sont difficiles, tout de suite, on voit les jeunes. Oui. C'est comme une accusation indirecte. Que les jeunes sont Les difficiles. jeunes sont difficiles. Oui, oui, oui. C'est pas forcément vrai. Mhm. Non, C'est pas vrai du tout parce Oui. que la réputation d'une école, c'est fonction des jeunes, mais il y a plein de facteurs. Il y a des enseignants là-dedans aussi, il y a toutes sortes de personnes. Alors on dit c'est toujours pour les jeunes. Et c'est comme ça, pour nous qui étions dans les lycées en Haïti, ces écoles étaient des écoles difficiles, mais j'étais dans ces lycées-là. Non, c'était pas si difficile que ça. Ouais. Ce que je trouve malheureux, c'est que c'est associé au niveau au salaire des parents. Donc, autrement Ouais. dit, quand Ouais. une école, Oui. quand c'est les enfants de classes défavorisées qui les fréquentent, ces écoles-là sont difficiles. Mais quand c'est une école fréquentée par les enfants de la bourgeoisie, écoutez, c'est pas difficile. En Haïti, Oui. Canado, c'était pas difficile. C'était les enfants de la bourgeoisie. Mais il y avait plein de problèmes là-haut. Oui, mais oui. c'est toujours nous. Et c'est la raison pour laquelle, plus tard, j'ai demandé à aller travailler à l'école Louis-Joseph Papineau, Oui. qui a une réputation vraiment, waouh, c'est pas vrai. Tu rentres là-dedans, c'est pas vrai. Les jeunes, ce sont des jeunes. Il faut respecter les jeunes, il faut y croire. Il faut se dire que je vais travailler avec des jeunes. Mais si tu rentres là avec le sentiment de rentrer, je veux dire, tu pars à la guerre, Ouais. c'est évident que il y aura de la guerre. C'est pas une jungle, ce sont des êtres humains Oui. qui Mais sont là-dedans. vous avez fait ce qu'on appelle go the extra mile. Vous avez fait plus que le devoir vous en demandait. Oui. Et c'est justement ce qui a cimenté votre réputation. Moi, j'ai grandi à Laval, donc j'ai pas été à l'école à Montréal, mais tout le monde de ma génération a entendu parler du directeur d'école de Roberval qui allait jusqu'à dans le métro pour s'assurer que les jeunes prenaient leur métro, pas de vagabondage, pas de flânage, et ils rentraient chez eux. C'est peut-être une légende urbaine, mais est-ce que c'est vrai que Oui, vous c'est alliez vrai. jusque-là? Mais c'est vrai, je le faisais. Je devais le faire parce que le métro était situé tout près de l'école. Alors, Ok. s'il y avait des problèmes dans le métro, ça éclaboussait l'image de l'école. Quand Ouais. je suis rentré, Ouais. moi j'étais directeur directeur adjoint de l'école d'Anton. Oui, On m'a transféré, j'ai un poste à l'école de Roberval parce que j'étais adjoint à Downton. oui. J'étais nommé directeur de Roberval. Alors, je suis arrivé là. Moi, quand j'arrive quelque part, il faut que ça marche. Oui. Alors, s'il y en a qui niaisaient avant, mais il faut qu'ils arrêtent. Mais ça niaisait surtout au métro. Et les gens du quartier me disaient, monsieur, faites quelque chose parce qu'on ne sait pas quoi faire. Mais les policiers ne pouvaient pas faire grand-chose. Les jeunes étaient là, ils sont en train de se parler. Il fallait que moi, je rentre dans le métro et je suis allé pour m'assurer qu'ils allaient niaiser ailleurs, mais pas autour de l'école. Et ça a marché. Et tous les gens du quartier m'ont dit, monsieur, mais c'est super, grâce à vous. Il y en a qui disent, qu'est-ce qu'il fait là? C'est le directeur de l'école. Moi, je ne crois pas du tout qu'un directeur d'école devrait rentrer à l'école et puis rester assis dans son bureau. Je ne me contente pas d'être visible, d'être, je veux dire, présent. Oui. Il faut que je sois visible. Et visible, pour moi, c'est pas seulement dans l'école, c'est autour de mon école aussi. Alors, il y en a qui voient leur travail différemment. Ça, c'est leur droit. Mais moi, c'était ça. Et ça a fonctionné. Est-ce que vous pensez que, justement, ce rôle de directeur-là, je ne voudrais pas devrait être plus au sérieux, mais que les directeurs qui sont nommés devraient être des directeurs de terrain? Il y a des écoles, par exemple, on a eu Fabriceville qui est venu ici je ne me rappelle plus du nom de son organisme, mais c'est pour 3 points. Pour 3 points, il y a Édouard Stacco qui est venu du Fonds 1804 et qui nous parle des défis en éducation. Et j'ai été estomaqué d'entendre qu'il y a des écoles qui ont des taux de décrochage de 50%. Moi, dans ma tête, moi, je suis du monde des affaires, si des gens ont une performance aussi mauvaise, habituellement, ils sont remerciés. Et pourtant, dans les écoles, la direction reste en place et elle semble continuer à fonctionner. Il ne semble pas avoir de lien entre la réussite de l'élève et la performance du professeur. Parlez-nous de ça.
Mais c'est surtout au privé, ça se passe comme tu le dis, mais, Oui. mais non, au public, non, c'est pas comme ça. Parce que malheureusement, moi, j'ai fait des écoles publiques. OK. Je peux dire, je peux témoigner que j'ai vu rencontrer des enseignants merveilleux, vraiment des gens solides. Mais il y en a aussi qui, je ne sais pas ce qu'ils font là. Je ne sais même pas ce qu'ils font là, mais ils sont là. Il ne faut pas oublier qu'il y a aussi un syndicat qui est très puissant et qui va surtout défendre ces gens-là. Parce que ce n'est pas ceux qui font leur travail qui vont faire appel au syndicat. C'est toujours ces gens-là. Et puis, bon, qu'est-ce que tu veux? Tu es pris avec. Parce que quand la personne a atteint 5-6 ans d'ancienneté, ou 10 ans, c'est difficile de t'en débarrasser. Alors, tu te bats quand même, tu essaies de changer. Moi, j'ai réussi à inciter certains à aller ailleurs, mais c'est dur. Je crois que j'ai réussi, mais il faut monter un dossier très haut. Je me suis retrouvé au tribunal du travail. C'est arrivé. Justement, il y a 3 jours, je lisais un rapport. Oui, parce que par 2 fois, j'ai dû aller en cours du tribunal du travail avec eux parce que ça ne marchait pas. En fait, ce qu'il faut dire, c'est que pour le syndicat, les enseignants ont tous de l'expérience. Si vous avez 10 ans, ils disent 10 ans d'expérience. Moi, je dis pas 10 ans d'expérience, je dis 10 ans d'ancienneté. Certains ont 10 ans d'expérience, mais d'autres de l'ancienneté, parce que l'ancienneté, c'est automatique. Oui, tu es assis là, puis tu accumules l'ancienneté. L'expérience, pour moi, c'est la seule définition que je connais, c'est la somme des bêtises que nous commettons dans une vie. Alors, quand tu fais une erreur, tu tires une leçon de cette erreur-là, tu ne feras plus jamais ça comme ça. Mais un jour, qu'est-ce qui arrive? À force de faire des erreurs, donc de tirer des leçons, tu finis par avoir de l'expérience. Mais à condition de reconnaître tes erreurs et de changer des choses. Mais il y en a dans le système qui ne commettent jamais d'erreurs. Donc, comme ils ne commettent jamais d'erreurs, ils ne tirent jamais de leçons. Et 10-15 ans après, ils ont de l'ancienneté, mais ils n'ont pas d'expérience. Parce qu'ils n'ont rien appris au fil des années. Mais comment qu'on peut tolérer? Parce que, à la base, si tu travailles dans une manufacture, par exemple, et ton impact est sur un boulon défectueux, c'est une chose. Mais la vie de nos jeunes, parce que ces gens-là sont en contact avec des jeunes qui ont déjà des difficultés souvent, pour la plupart, comment on peut accepter que ces gens-là continuent à, pas faillir nos jeunes, mais ne fassent pas ce qui est nécessaire pour que nos jeunes aient un plus grand taux de réussite? Moi, je crois qu'il faut absolument un jour en arriver à un ordre des enseignants au Québec. Il faut qu'il y ait un contrôle, ça n'a aucun sens. Je veux dire, et ils ont tous le même salaire. Celui qui travaille, et je vous dis, je pense à certains enseignants, en te parlant, des gens super, ils ont le même salaire que celui qui ne faut rien, qui vient chercher sa paye. C'est pas juste. Et puis, écoute, on s'entend que si vous avez un groupe de 30 élèves, il est possible que 5 ou 6 échouent, ça peut arriver. Oui. Mais si vous avez 25 échecs sur 30, il y a un problème. Non, c'est inacceptable. Moi, quand on me dit 50%, je dis 50%. Fait que tu rentres dans ta classe et tu regardes, tu peux te dire, OK, il y a la moitié des élèves qui vont échouer. Et cet enseignant-là dort bien avec lui-même. Parce que la question, c'est, pour cet enseignant-là, pour cette catégorie d'enseignants-là, parce que je dis bien, c'est pas tous les enseignants, pour ces gens-là, ils n'ont jamais rien à se reprocher. C'est toujours la faute des élèves. Une année, il est possible que vous ayez une promotion un peu difficile, mais je ne comprends pas que 5, 6 ans, 8 ans, 10 ans, année après année, le taux d'échec est toujours le même dans ta classe et tu ne te questionnes même pas. Tu dis que ce sont les élèves. Ça n'a aucun sens. Et j'en ai rencontré des gens comme ça. Et ces gens-là, tu les regardes, ils appellent le syndicat. Ah, il m'a regardé. Ils sont toujours sur la défensive. Parce qu'ils savent. Mais ce serait plus simple de se poser des questions, de relativiser les choses. Autrement dit, moi, ce que je dis souvent, si tu as une cible, tu veux tirer, tu vas atteindre la cible, tu tires. La balle passe à côté, à un pied. Tu as un travail à faire. Ajuste ton tir pour atteindre la cible. Mais eux, ce qu'ils disent, non, moi, je tire. C'est à la cible à bouger. Je n'ai pas d'affaire à ajuster mon tir. Oh, c'est toi l'enseignant, c'est toi le professionnel. C'est à toi à ajuster ton tir. C'est une question de pédagogie. C'est toi à faire en sorte que l'objectif soit atteint. Mais pour eux, et j'en ai rencontré, je te dis, Greg, non, ils n'ont rien à se reprocher. C'est la faute des élèves. C'est toujours la faute des élèves. C'est toujours la faute des élèves. Parlez-nous justement des élèves, des difficultés auxquelles sont confrontés. Et j'ai le goût de vous demander,
est-ce qu'il faut une vocation pour être enseignant? Ou plutôt, est-ce qu'être un enseignant qui a du succès, il faut que ce soit une vocation? Oui, moi je le crois. On ne devient pas enseignant, on est enseignant, le verbe naître. Si on est des gens, nous avons tous été à l'école, on a tous été émerveillés par un enseignant ou quelques enseignants, des gens qu'on voudrait revoir. Il y en a qu'on ne voudrait plus jamais revoir aussi. On a été à l'école aussi. Non, c'est une vocation. Vraiment, il y a des gens, ils l'ont. Quand tu expliques quelque chose à l'élève, il ne comprend pas, il faut que tu puisses aller chercher une autre façon de l'amener à comprendre. Un bon pédagogue, il y en a dans le système et au public aussi. Mais non, on ne devient pas pédagogue. C'est bien dit. La question, c'est, tu m'as dit... Parlez-nous des difficultés auxquelles sont confrontés les jeunes. Ah, il y en a beaucoup. Les jeunes font face à beaucoup de difficultés. Parce que là, premièrement, ils se demandent souvent, de quoi demain sera-t-il fait pour moi? Ils ne savent pas. Ouais. C'est incertain. Et c'est ça que je disais souvent aux enseignants. Nous avons un chèque, nous avons un salaire assuré, nous avons un poste assuré. Mais ces jeunes-là qui sont devant nous, ils n'ont rien. C'est à nous à les aider à bâtir leur lendemain. Et il y en a qui ne le comprennent pas du tout. Il y a des gens qui sont dans le système qui n'aiment pas les enfants. Qui n'aiment pas les enfants. Qui n'aiment pas les jeunes. Alors, je comprends, je ne sais pas ce que tu fais. Oui. Oui. J'en ris, c'est consternant. Comme j'ai rencontré des concierges qui n'aiment pas nettoyer les écoles. Mais ça a moins d'impact. Oui, c'est vrai. Mais il y en a. Il y a des gens qui font face à un sentiment. Ils ont un sentiment de rejet. Oui. Ils pensent qu'ils n'ont pas leur place dans la société. Ils n'ont pas le sentiment d'appartenance à la société. Et aussi, il y a plusieurs qui regardent le taux de chômage au sein de notre communauté et qui se découragent. Quand tu as un frère qui a un diplôme universitaire et puis il n'a pas de job, et puis à l'école, on te dit, mais allez, accroche-toi à l'école, tu vas réussir ta vie. Parce que regarde ton frère, mais il dit, mais mon frère, il n'a pas de job. Sauf que la différence entre ce frère-là et toi, c'est que toi, tu n'as rien. Lui, il a un diplôme, il a une clé. Avec cette clé-là, il va finir par ouvrir une porte un jour. Mais toi, tu n'as rien en main, tu n'ouvriras jamais rien. Donc, il faut s'accrocher. Parce que si tu n'as rien en main, comment tu peux ouvrir une porte? Tu n'as pas de clé. Oui. Mais c'est pour certains. Mais tout est lié pareil. En voulant dire qu'on ne peut pas espérer avoir... et si on n'a pas, justement, on parle de taux de chômage, si nous avions les entreprises que nous avions besoin dans notre communauté, les créateurs d'emplois dans notre communauté, je suis persuadé qu'il y aurait un impact direct sur la performance de ces élèves-là parce qu'ils se diraient, je peux... si je ne peux pas rentrer là, il y a plusieurs portes qui sont ouvertes à moi. Oui, et puis il y en a certains qui pensent qu'ils n'ont pas de modèle. Ils disent, il n'y a pas de modèle positif, mais il y en a plein. Oui. Il y en a plein. Tu regardes dans la communauté, il y a beaucoup de modèles. Est-ce que c'est assez publicisé? Je n'en sais rien, mais je crois qu'il y a beaucoup de modèles. Moi, j'étais pour plusieurs élèves comme un père, un père fouettard, disons. Parce qu'il faut les aimer. Oui. Mais qui aime bien châtie bien. Non, définitivement. Moi, j'ai écouté un de mes bons amis, même un mentor en affaires, un associé en affaires aussi, Franck Saint-Denis, pas nommé, m'a parlé de vous, son expérience personnelle avec vous, puis il m'a dit, à un moment donné, jeune, il arrive d'Haïti, il est en classe d'accueil, il est assis à l'arrière et tout ça, et il n'a aucune confiance en ses capacités, et vous lui avez parlé, vous lui avez dit, je vois un leader en toi, et maintenant, il fait des choses extraordinaires, mais ça a commencé avec ça. Est-ce que vous pensez que Comment je peux dire ça? Est-ce que vous pensez que c'est la responsabilité des enseignants et des directeurs d'école, justement, de dénicher ces talents-là? De ne pas laisser, en anglais, il dit « no child left behind », ou laisser des... Parce que souvent, vous allez regarder un groupe de gens, vous allez voir certains qui sont performants, d'autres qui sont pas performants. Il y en a qui vont démissionner sur ceux qui ne sont pas, à première vue, performants. Est-ce que vous pensez qu'il faut investir le même temps et la même énergie sur chacun des élèves? Oui, c'est ce que j'ai fait. C'est ce que plusieurs enseignants font, mais il y en a qui ne le font pas parce que tu n'es pas payé pour dispenser des cours et puis rentrer chez toi. Je pense qu'il faut essayer de travailler sur l'être humain qui est devant toi. Il faut le faire.
Parce que l'enseignant, grâce à la proximité qu'il a avec l'élève, vraiment, il a un pouvoir énorme. Moi, combien de fois il m'est arrivé de recevoir des jeunes dans mon bureau et de donner des conseils. À un moment donné, je dis, bah oui, monsieur jeune, oui, vous avez raison. Je dis, dis-moi, si ton père te disait exactement la même chose, est-ce que tu l'aurais écouté? Non. Non. Mais pourquoi? Ce sont les mêmes conseils. Oui. Tu vois, c'est l'importance du directeur ou bien de l'enseignant pour le jeune. Moi, je pense que si je te donne le même conseil que ton père, tu vas plus l'écouter. Mais on dit que quand les parents parlent, ben, écoutez, laissez-les parler. Oui, oui. Dans leur temps, c'était comme ça, c'est plus comme ça. Mais moi, quand je leur parlais, ils m'écoutaient. Alors, je dis, ça va. Pourvu que le message passe, je travaillais sur ces jeunes-là parce que j'ai toujours cru en eux. J'ai toujours dit que le petit qui est devant moi aujourd'hui, je ne sais pas ce qu'il va être demain. J'espère qu'il va être quelqu'un demain. Il faut qu'il aille plus loin. Parce que c'est ça notre travail. Nous, on s'en va. Moi, je suis directeur de l'école. Le jeune qui me parle, mais je souhaite ardemment qu'il devienne directeur de l'école un jour. Parce qu'il y en a qui pensent que des gens comme nous, on n'est pas capable d'aller plus loin. Non, c'est pas ça. Moi, j'ai réussi à aller plus haut, être directeur de l'école. Moi, si je pouvais traîner tous ces jeunes-là vers les hauteurs, ce serait une fierté pour moi. Parce que non, moi, je ne fais que passer. Tout le monde passe, mais il faut que la communauté, il faut que les gens puissent aller plus loin, aller au bout de leur rêve. Et ça, c'était pas seulement une question d'haïtiens, c'est tous les jeunes. Moi, c'est tous les jeunes qui étaient avec moi. Que pour moi, c'était important. Aujourd'hui, je rencontre plusieurs. Et je peux dire que c'est un peu, parfois c'est émouvant, tout ce qu'ils me disent. Quand je vois ces grands-là, 33, 34, 35 ans, père ou mère d'enfants, 2, 3, 4 enfants. Merci, hein, monsieur jeune. Mon seul regret, c'est que mes enfants n'aient pas un directeur comme vous. Merci. Ben, tu vois, à un moment donné, il faut que moi j'arrête, mais c'est moi qui leur dis merci. Merci d'avoir compris le message, parce qu'il y en a quelques-uns qui n'ont pas compris. Oui. Parlons justement de la communauté, on parle de la communauté. Parlons de responsabilisation. Qu'est-ce qu'on peut faire, nous, justement, pour compenser, pour compenser ce qui ne peut pas être fait dans les écoles? Parce que, bon, il y a des taux de décrochage qui sont alarmants, on a un taux de chômage qui est assez significatif. Qu'est-ce qu'on peut faire, nous, juste en tant qu'individu, pour aider ces jeunes-là à réussir, justement, et qu'ils puissent avoir une clé et un choix après? Il faut trouver la bonne personne. Cette personne, c'est la personne qu'ils sont prêts à écouter. Parce que comme je viens de le dire, malheureusement, aujourd'hui, ce n'est pas généralisé. Oui. Il y a encore des enfants qui sont très proches, qui écoutent leurs parents. Mais en général, aujourd'hui, les jeunes n'aiment pas ça écouter les parents. Ce que disent les parents, non. Alors, il faut trouver la personne. Parfois, toi, t'es le père, c'est peut-être un oncle, peut-être un cousin qu'ils sont prêts à écouter. C'est grave que l'important, c'est que le message passe. Il faut que les parents soient présents à l'école. Parce que il y a beaucoup de parents qui se contentent d'envoyer leurs enfants à l'école et ils disent, écoutez, c'est fini, c'est terminé. Oui. Comme en Haïti. Alors, je fais confiance, fais ce qu'il faut. Si ça va mal, faites-le. Non, c'est pas comme ça. Ouais. C'est pas comme ça. Il faut que les parents soient présents quand on parle de conseil d'établissement dans les écoles. Il faut absolument que les parents prennent leur place. Il y a un pouvoir décisionnel au niveau du conseil d'établissement. Mais quand vous avez une école avec, par exemple, 40-50% de jeunes haïtiens, et puis tu as un conseil d'établissement avec un parent, tu dis il y a un problème. Quelque part, les parents, ils ne s'impliquent pas du tout. Il faut qu'ils rentrent dans l'école. Et quand les gens, quand le milieu, quand on sait que les parents de tel élève sont impliqués, ils sont au conseil d'établissement, et là, tout d'un coup, on fait attention. On fait attention à lui, mais oui, parce que... Alors, s'il y en a 5 ou 6 qui sont présents sur le conseil, il y en a qui vont respecter les jeunes, parce que je peux vous dire une chose, il y en a qui vraiment ne veulent rien savoir des jeunes. Ils croient que ces jeunes-là n'ont aucun avenir. Donc, ce n'est pas la peine de s'efforcer. De toute façon, ce sont des membres de gang. Ils ne vont jamais loin dans la vie. Pourquoi s'énerver? Alors, il y en a beaucoup qui ne croient pas en ces jeunes-là. Alors, si tu ne crois pas en ces jeunes, comment tu peux les respecter? Je trouve ça inacceptable. J'essaie de rester calme, mais je trouve ça inacceptable. Mais Greg, je peux te dire une chose. J'ai dit combien de fois, c'est ce que tu fais là maintenant, c'est ce que j'ai fait pendant toute ma carrière. Parfois, tu restes calme parce que tu as envie de tuer quelqu'un, mais tu ne peux pas faire ça. Tu comprends? Il faut travailler avec la personne, l'amener à comprendre qu'il a devant lui un jeune qui a un avenir, qui a sûrement un avenir. Personne ne naît pour rien. Ce jeune-là qui est devant toi, il peut faire quelque chose.
Il peut devenir un bon plombier, un bon électricien, un bon plâtrier. Il y a quelque chose qu'il peut faire, ce jeune-là. Oui, définitivement. Vous avez bâti des individus qui ont eu de belles carrières, de belles professions. Vous avez eu une influence directe sur la réussite de ceux-ci. Comment vous sentez-vous par rapport à ça? Et est-ce que ça vous manque? Comment je me sens face à ça? Ouais. Je remercie le ciel de m'avoir donné cette chance-là. Comme je l'ai dit, c'est parce que je voulais faire dans la vie. Je suis très content. Je dis merci de ne m'avoir pas donné ce poste de traducteur auquel j'ai rêvé toute ma vie. Ouais. Ça me fait vraiment chaud au cœur de les rencontrer. Tu dis, je ne sais même pas, quand ils parlent de moi, je dis, c'est bien de moi que tu parles. Et des jeunes qui, je crois, il y a quelques années, auraient voulu me tuer. Ouais. Voulu me tuer. Aujourd'hui, bon. monsieur jeune, j'ai rencontré un, on est allé à Haïti en folie. Oui. J'ai rencontré 3 ou 4 jeunes, dont un grand 6'3", 6'4", j'étais avec ma femme qui me dit, monsieur, là je l'ai vu, quand je l'ai vu, parce que tu sais, j'ai vu tellement de jeunes qui m'arrivent, malheureusement, et ça me fait mal, d'oublier les noms de famille. Mais les visages restent toujours. Je l'ai vu, mais lui, le visage et le nom sont restés. Quand je l'ai vu, je lui ai dit, tu sais, j'oublie les noms parfois, j'oublie les noms, mais toi, le nom, là, je lui ai dit son nom. Il dit, mauvais signe. Et puis là, il me dit, écoutez, monsieur Jeune, je vous dis, vraiment, dans le temps, je n'avais pas compris. Aujourd'hui, je comprends et je vous dis merci beaucoup de m'avoir pas lâché. Aujourd'hui, il travaille dans une grosse compagnie à Montréal. Moi, j'ai vu tellement de jeunes dont certains enseignants disaient qu'ils ne feront jamais rien de leur vie, réussir de façon spectaculaire et revenir à l'école. Nous dire bonjour, petit bonjour. Je nous dis, on ne peut pas savoir ce qui va arriver. Alors moi, ces jeunes-là, oui, je les ai aimés. J'ai été sévère avec certains, mais jamais méchant. Jamais. Mais quand tu fais une connerie, tu fais une bêtise, je te suspends de l'école. Mais là, on veut me tuer, mais ça, tu t'en vas, c'est tout. Je le disais souvent, déteste-moi aujourd'hui. Un jour, tu me diras merci. Et aujourd'hui, je les rencontre. Il y en a tellement qui me disent merci que je dis c'est vraiment formidable la carrière que j'ai faite. Et puis je leur dis merci aussi parce que, entre nous, si j'ai eu un chèque pendant toutes ces années-là, c'était grâce à eux. Il y a beaucoup d'enseignants et de direction aussi, directeurs aussi, qui pensent que les jeunes n'ont qu'à se tenir tranquilles parce qu'ils sont chanceux d'avoir une école et que c'est grâce à nous autres qu'ils ont une école. Oui, bien entendu. Alors que c'est exactement l'inverse. C'est grâce à eux que tu as une paye. S'ils n'étaient pas là, tu n'aurais pas de paye, tu n'aurais pas de job. Comme moi, je leur ai dit en Assemblée générale, j'ai vécu des choses inoubliables. Mon combat, c'était de faire respecter les jeunes, humaniser l'école. On a affaire à des êtres humains. Il faut parfois décider avec son cœur. Ce n'est pas toujours la tête, il y a le cœur aussi. Alors, j'étais victime d'attaques assez vraiment virulentes. Oui, parce que moi, je disais, non, un jeune, pour moi, ça se respecte. Oui, l'élève doit te respecter. Oui, je suis d'accord. Mais toi aussi, tu dois respecter l'élève. Et s'il y a un respect mutuel, il y aura moins de conflits dans le milieu. Mais quand tu arrives là, qu'on te dit, écoutez, moi, quand j'envoie un élève au bureau, avec un rapport, vous le punissez, vous n'avez pas d'affaire à l'écouter. Quoi? Et ça, je dis, en Assemblée générale, ça m'est arrivé qu'un prof me dise, devant tout le monde, le problème, c'est que quand on envoie l'élève au bureau, avec un rapport, vous écoutez l'élève, vous voulez avoir sa version aussi. Mais c'est pas un détenu, là, c'est un élève. Alors là, tu comprends, Greg, là, j'ai répondu, écoutez, vous savez, moi, je suis né en Haïti, je n'ai pas connu la démocratie en Haïti. C'était une dictature. Je vis au Québec. Et vous, et toi qui êtes, et vous, monsieur, qui êtes Québécois de vieille souche, vous êtes né ici. Dans la démocratie, vous ne savez pas ce que c'est la démocratie. C'est moi qui viens vous donner une leçon de démocratie. Et je te jure, je n'invente rien. Je le dis comme ça en Assemblée générale. Sachez qu'en démocratie, une personne, quelle que soit l'accusation, a le droit de donner sa version. Ça ne veut pas dire qu'on va lui dire, mais voilà, tu as raison. Mais au moins, il faut écouter l'autre aussi. Mais il y en a qui pensent que s'il y a quelque chose, il faut m'écouter, l'enseignant, l'élève, il n'a rien à dire. Et quand je te dis ça, quand tu parles de respect des droits de l'élève aussi à donner au moins sa version, il y en a qui disent, mais toi, tu ne comprends absolument rien. C'est moi qui ne comprends rien. Alors, je suis très heureux de ne rien comprendre, parce que j'étais très heureux de n'avoir rien compris, mais aujourd'hui, je pense que c'est moi qui avais compris.
Monsieur Jeune, on vous remercie de participer à l'émission. Finalement, elle n'a pas duré 15 minutes, elle a duré 25 minutes d'entrevue. Et je continuerai à vous poser des questions parce que je trouve ça tellement, tellement important. Et moi, j'ai eu les chances que j'ai eues, des bons parents, une bonne structure, un bon encadrement. Une école terrible, par exemple. Moi, mon secondaire, là, c'est une école terrible. Je mentionnerai même pas le nom. Terrible. Et on était très peu à réussir. Bon, certains ont réussi après, mais on était très peu à réussir. Et je pense parce qu'il manquait... Il y a des profs, comme vous avez dit, qui ont été fondamentaux et fabuleux, qui nous ont aidés. Mais on voyait la différence entre le prof que ça le concerne, puis l'autre que ça ne le concerne pas. Il s'en fout, c'est le chèque qui vient chercher. Et les profs que ça les concernait ont pu influencer des gens comme moi et on a continué nos études. Beaucoup d'autres n'ont pas continué leurs études. Et je pense que c'est des... On parle de Mozart assassiné et toutes ces choses-là. Mais je pense que vous avez fait une différence. Puis je vous remercie. Merci, Greg. J'ajouterais une chose. Ce que tu dis concernant l'école secondaire que tu as fréquentée, c'est que moi, je crois que malheureusement, il y a beaucoup d'administrateurs qui ont peur des élèves. Oui. Il y en a qui laissent les élèves gérer l'école. Moi, ça a été toujours ma croyance. Je rentre, c'est moi le directeur de l'école. Tu va obéir, c'est moi le directeur. Mais si tu as peur des élèves, mais ils vont diriger avec plaisir. Moi, je veux assumer mon rôle, jouer mon rôle et diriger l'école. Et comme je le disais souvent, c'est une phrase qu'il me répète aujourd'hui encore quand il me voit. Si tu n'es pas d'accord, on est en démocratie, mais change d'école. Ouais. Viens pas changer mon école, tu n'es pas d'accord, change d'école, tu as le choix. Moi, je ne changerai pas si tu ne veux pas accepter les règlements ici. Change d'école. On ne sera pas en guerre, tu n'as qu'à changer d'école. Mais si tu viens ici, tu vas respecter nos règlements. Et puis voilà, ça a marché. Voilà. Greg, c'est moi qui te remercie. Tu as parlé d'un jeune, pour ne pas le nommer, Franz Saint-Elmy. Je suis tellement fier de ce jeune-là et de beaucoup d'autres qui ont vraiment réussi leur vie. Et j'apprécie beaucoup tout ce qu'il dit de moi. Je n'ai fait que mon travail. J'étais payé pour aider les jeunes, quels qu'ils soient, à aller plus loin, à construire leur vie. J'ai fait de mon mieux. Il y en a quelques-uns qui peut-être que ne m'aiment pas, mais ça va, c'est correct. Mais j'ai fait ce que j'avais à faire pour les jeunes et je suis très satisfait. La retraite, ça va bien. Je suis très surpris de découvrir que j'aime ça. Parce que tu sais que l'être humain, on s'attache à tout, même à nos chaînes. Oui. Alors, c'était le travail. J'oubliais que j'avais une vie. J'oubliais que j'avais une femme, que j'avais des enfants. On me voyait parfois, samedi, parfois le dimanche, j'étais à l'école. Mais aujourd'hui, au moins, je suis calme. J'ai fait ce que j'avais à faire. Mais puis, la passion semble y être toujours. Toujours. Je la perçois, là. Elle est très perceptible. Là. La passion est encore là. Mais tu sais ce que tu me dis, ma femme me le dit souvent. Quand on me parle, par exemple, dernièrement, il s'est passé quelque chose dans une de mes anciennes écoles, le Joseph Papineau. J'étais en furie à la maison. On ne fait pas ça à un jeune. C'est une agression physique. J'étais vraiment fâché. Ma femme m'a dit, mais j'étais au lit. Elle m'a dit, mais Gérard, t'es à la retraite. Non, ça, je l'ai. Non, c'est vrai. Pour moi, on ne touche pas à un jeune. On lui donne sa chance. Qu'il aille le plus loin possible. Il y en a qui peuvent aller jusqu'au bout. Et là, il peut faire quelque chose. Il faut y croire. On ne peut pas agresser un jeune. Il y a des choses qu'on ne peut pas faire. Et moi, d'un côté, quand on touche à un jeune, ça me touche aussi. Parce que la jeunesse, c'est notre avenir. Alors voilà, Greg, merci beaucoup et merci à tous. Vous, M. Jeune. Et j'ose vous contredire lorsque vous avez dit que vous avez fait votre job, vous avez fait beaucoup plus que ça. Merci beaucoup. Merci.